L'apprentissage suit en fait ce qui se passe, ou est en phase avec ce qui se passe dans tout le monde aujourd'hui, à savoir les ruptures qu'Internet est en train d'induire, tous les changements d'activité que cela produit. Pour moi, Internet, ça représente 6 ruptures. Un certain nombre de ces ruptures ont un impact énorme sur l'apprentissage. La première rupture, c'est que nous sommes passés d'un monde où l'information, donc le savoir, la connaissance, était rare, à un monde où l'information, le savoir, la connaissance sont hyper abondants. Eric Schmidt disait bien en 2010 que chaque jour, nous produisons autant de données que depuis la naissance de l'univers jusqu'à 2003. Et donc aujourd'hui, le rôle de l'enseignant, par exemple, n'est plus tellement de diffuser du savoir, mais au contraire d'aider les gens à naviguer dans ces océans de savoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième rupture sur les 6 qui est importante, c'est que nous sommes passés d'un modèle hiérarchique, le chef, le prof, l'expert, Dieu, le pape, papa, maman, et une parole verticale, à d'un seul coup un monde plus communautaire où la parole horizontale se trouve favorisée. Prenez un élève aujourd'hui qui arrive en classe de terminale, il a rarement était jugé sur un travail collaboratif. Et puis aujourd'hui, il arrive dans le monde du travail, et on sait très bien aujourd'hui que face à la complexité du monde, ce sont plutôt les méthodes communautaires qui gagnent par rapport aux méthodes hiérarchiques. Donc ça, forcément, ça a un impact sur l'apprentissage. Et puis pour moi, la grande rupture qui impacte aussi, c'est la 6e, c'est que nous passons d'un design expert à un design collaboratif. Autrement dit, avant, seul le designer, l'expert, avait le droit de dire quelque chose, de faire quelque chose. Aujourd'hui, finalement, la foule peut très bien réaliser une œuvre collaborative. Actuellement, qu'est-ce qu'on voit comme tendance? Ce qu'on appelle les MOOC. Les cours massifs online et parallèles où ce sont des milliers, voire des dizaines de milliers d'étudiants qui, je dirais, suivent le même cours. Coursera, par exemple. Je suis content parce que nous avons au moins une université française, l'École Polytechnique, en fait, qui délivre des cours sur Coursera. Et donc, si vous voulez, c'est ce qui permet, en fait, de diffuser des connaissances et du savoir sur toute la planète à tout un tas de gens qui n'ont pas accès au MIT, à Harvard, à l'École Polytechnique et qui, d'un seul coup, peuvent, je dirais, avoir accès à ce contenu, pouvoir être jugés, pouvoir travailler avec d'autres en mode collaboratif. Ça, c'est un premier point. Ce que je vois, deuxième point, c'est finalement, même si c'est plus subtil à dire, quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage sensoriel ou l'apprentissage plus intuitif. L'apprentissage à la Socrate. Je vous rappelle que Socrate disait que l'écrit ne véhicule pas la connaissance, mais l'illusion de la connaissance, d'où son enseignement oral. Or, aujourd'hui, ne serait-ce que par la capacité de diffuser des vidéos, mais par la capacité de mettre en relation des gens au travers de vidéos, finalement, on peut commencer à regarder quelque chose plutôt que simplement lire un manuel. Tout ce que la technologie aujourd'hui finalement va permettre d'interfaces non traditionnelles, bien sûr tous les Kinect et autres Leapmotion, mais on commence à avoir des bracelets aujourd'hui qui mesurent les activités du bras, on commence à avoir des appareils qui mesurent l'activité du cerveau. Donc je crois que l'arrivée de ces nouveaux senseurs, nouveaux devices, va pour moi totalement bouleverser l'apprentissage. Alors, je crois beaucoup effectivement aux jeux pour apprendre, mais pas sous la forme du serious game. Les anglo-saxons, c'est Bruno Bettelheim qui l'a bien montré, ont cette distinction entre le game et le play. Le game, c'est une activité structurée avec des règles, c'est le jeu de bridge par exemple, et faire du serious game, c'est mettre du sérieux sur une activité structurée. Donc c'est normal que ça plaise à tous les DRH de la Terre. Le play, c'est une activité libre et créatrice. On joue, on s'amuse, on se fait plaisir. Ça peut être 3 gamins qui s'inventent un terrain de foot quelque part. Et donc nous, ce que nous croyons, c'est le smart play. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on peut faire des jeux pour lesquels, on est en train de les faire, même pour lesquels il se passe quelque chose
à la fin du jeu. Ce qu'on appelle, on pourrait appeler ça un échauffement cérébral, le cerveau qui est ouvert, avec l'idée que sur un cerveau qui s'est déjà ouvert l'esprit, l'enseignement traditionnel très structuré est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace d'aider à structurer les connaissances, à les comprendre, à les mettre en relation sur un cerveau qui s'est échauffé plutôt que sur un cerveau qui est froid. Et donc c'est pour ça que pour moi le Smart Play me semble être une voie beaucoup plus intéressante que le Serious Game, qui finalement répond à un objectif pédagogique mais pas un objectif de fun. Ce à quoi je crois, c'est que nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un ensemble d'outils pour lequel les usages individuels commencent à progresser, mais pour lequel les usages collectifs ont encore beaucoup à apprendre. Mais nous avons la chance d'avoir un ensemble d'outils basés sur Internet et sur le numérique qui nous permet effectivement de passer à une autre dimension, de passer à une dimension d'intelligence collective. Et même si beaucoup de gens l'ont dit, je pense qu'il faut le dire et le répéter, nous arrivons aujourd'hui à la fameuse noosphère de Teilhard du Chardin. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde aujourd'hui où les intelligences sont interconnectées. Et ça, en termes d'apprentissage, ça change totalement la donne.